en espérant que les gens puissent interagir. Et puis, on va commencer immédiatement. Je m'excuse de ce contretemps, mais il y a eu un bris de communication dans le système informatique. Et puis, on espère que vous allez pouvoir quand même visionner la vidéo. Donc, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés. Je vous demanderai Je suis en train de faire le live stream actuellement. Donc, on va essayer de projeter ça quand même, de diffuser ça. Et puis, de toute façon, il va y avoir un enregistrement et puis on va pouvoir télécharger ça à la fin pour vous assurer que vous pouvez voir. Donc, encore une fois, je m'excuse du contretemps, mais il semblerait que ce sont des choses que je ne peux pas contrôler. Donc, allons-y, et puis on va espérer qu'il va y avoir de l'interaction quand même. Donc, je vais mettre ça en mode partage comme ça, et puis on va y aller. Donc, comment s'occuper de soi-même et des autres en tant que dirigeant? Donc, je vous demanderai quand même, tenter de mettre vos commentaires. Je vais voir si je suis capable d'y répondre. J'espère que vous allez pouvoir voir la vidéo et puis suivre en même temps et poser vos questions. Sinon, je vais y aller tout simplement comme ça et puis vous poserez vos questions par après. Donc, encore une fois, je l'ai fait la semaine dernière pour la présentation précédente. Je veux être sûr que vous sachiez qui nous sommes. Nous sommes l'Académie canadienne de leadership et développement du capital humain. Et puis, notre mission, c'est de transmettre aux dirigeants et cadres des pays émergents l'expertise et le savoir-faire canadien en leadership et en développement du capital humain afin de relever avec succès les défis de la modernisation, de la mondialisation et de la gouvernance. Donc, j'aimerais ajouter quelque chose ici à ce moment. On a reçu beaucoup de messages, beaucoup de commentaires de gens qui demandent d'immigrer au Canada. La seule chose que moi je peux dire, je ne sais pas à quoi vous pensez. Nous sommes une académie, nous ne sommes pas le gouvernement canadien, nous ne sommes pas une agence d'immigration. Donc, cessez de nous envoyer des messages à cet effet-là. On ne peut pas vous aider. Et moi, de façon systématique, j'ai déterminé qu'on allait éliminer tous les commentaires de ce genre-là, surtout ceux qui contiennent des numéros de téléphone, des adresses de mail et tout ça. Je ne vois pas c'est quoi le rapport avec nous. Donc, c'est tout simplement, ça va être éliminé. Cela dit, il y a aussi des gens qui posent la question, est-ce que c'est une arnaque? Eh bien, non, c'est pas une arnaque, je vous l'assure. Et puis, je vais vous dire que, bon, on me dit que ça ne marche pas. Effectivement, je sais que ça ne marche pas, mais je ne sais pas comment on peut voir. Je vais juste voir ici si on peut le mettre sur la page. Donc, non, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais je suis en mode live stream pourtant. Et ça me dit que le signal est là. Donc, il y a définitivement un signal. Donc, est-ce que c'est en train de... Bon. Ah! Je suis en direct, finalement. Donc, vous devriez être en mesure de voir ça en direct. Ouf. C'est pas évident. Donc, bon, là, je suis live.
Voilà, je m'excuse. Donc, ça fait quelques secondes que je suis live. J'espère que vous allez... Bon, OK. Donc, je m'excuse pour ce contretemps, mais là, ça a tout l'air que j'ai trouvé... bon, vous pouvez maintenant poser des questions. Je m'excuse encore une fois pour ce contretemps. Ça, c'est seulement la deuxième fois que je fais un live stream comme ça. Donc, je vous demande d'être patient. Donc, je vais continuer avec ce que je disais. Il y a des gens qui, apparemment, pensent que c'est une bonne idée d'envoyer des messages et tout ça pour demander d''immigrer au Canada. Je ne peux pas vous aider, tout simplement. Et puis, il y a des gens qui posent la question, est-ce que c'est une arnaque? Non, il n'y a pas d'arnaque, on ne vous demande pas d'argent. Tout ce qu'on fait, c'est un service public. Nous, notre clientèle, ce sont des entreprises, des grandes entreprises, des gouvernements, des ministères, etc. Nous travaillons avec des présidents, des premiers ministres, des ministres, et puis des chefs d'entreprise pour améliorer le leadership et le capital humain dans les pays émergents. Donc, c'est ça que nous faisons. Donc, on va maintenant continuer avec la présentation. Voici ce que j'aimerais discuter aujourd'hui, présenter aujourd'hui. Premièrement, juste une révision rapide des différentes des différents facteurs psychologiques qui viennent en ligne de compte quand on est quand on est en situation de crise. Ensuite, on va examiner la question de l'information, parce que c'est le nerf de la guerre en temps de crise. Et c'est critique pour savoir s'occuper de soi-même et s'occuper du bien-être des autres en temps de crise. Ensuite, finalement, on va regarder les éléments, les techniques et les facteurs que vous devez prendre en considération en tant que leader vous-même, pour vous occuper de vous-même et pour vous occuper des autres en tant que leader. Donc, voilà. Quelques définitions clés. Premièrement, le leadership. Je l'ai mentionné encore une fois la semaine dernière, mais c'est juste pour être sûr que tout le monde est sur le même pied d'égalité ici. C'est l'art d'influencer les autres dans le but d'accomplir une mission ou d'atteindre un objectif. Et une crise, c'est une situation où le contexte et les exigences changent plus rapidement que la capacité d'adaptation de l'organisation ou de l'organisme. Donc, c'est une situation où la situation évolue rapidement et on cherche, ni plus ni moins, à ralentir la situation, ralentir l'évolution de la crise pour pouvoir reprendre le contrôle. Quels sont les comportements en cas de crise? Et puis ça, ce sont des comportements qui sont individuels et collectifs. Donc, les comportements en cas de crise, ils peuvent avoir une réalisation progressive du risque ou du danger. Ça, on l'a regardé la semaine dernière. On voit que initialement, peu importe le type de crise, et certainement dans le cas de la pandémie actuelle qui est en cours de COVID-19, tout dépendamment de la situation, tout dépendamment de la qualité des informations et puis de la façon que les choses progressent, il va y avoir une réalisation plus ou moins lente du risque et du danger qui est présenté par la crise. Et souvent, ça prend une menace directe personnelle pour que les gens prennent vraiment conscience qu'ils sont en danger ou qu'il y a un risque, et puis qu'il faut passer à quelque chose d'autre. Il faut agir en fonction de la crise. Donc, une menace directe personnelle, normalement, va tendre à amener à une volonté d'agir. Cela dit, on a souvent tendance, la plupart des gens, initialement du moins, vont s'appuyer sur leur instinct et leur intuition plutôt que sur un raisonnement logique.
Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est que l'instinct, premièrement, c'est ce pourquoi nous sommes programmés par la nature, par l'évolution naturelle. Donc, si on est en train de conduire sur la route et quelqu'un nous coupe à gauche ou à droite, on va réagir instinctivement pour nous protéger, effectuer des mesures d'évasion. L'intuition, c'est le résultat de toute la formation, de l'expérience qu'on a. Ce sont des compétences qui deviennent et des habiletés qui deviennent des automatismes. Donc, ça peut être très bien si les automatismes qu'on développe, si l'intuition qu'on développe est basée sur des compétences valides. Par contre, si l'intuition n'est pas basée sur des compétences valides, on va retomber sur l'instinct et ce ne sera pas nécessairement une bonne réaction. Donc, il faut apprendre les bonnes façons d'agir et baser nos actions sur un raisonnement logique. Encore une fois, la semaine dernière, on a regardé les réactions FFFS. Cette abréviation, ça vient de l'anglais, c'est le Fight, Flight, Fright Syndrome. Donc, Fight, Flight, Freeze Syndrome. Donc, quand tout être vivant est confronté à une menace directe à sa personne, à sa sécurité ou à l'intégrité de l'organisme, on a tendance soit à combattre, à fuir ou à figer. Et si un ou l'autre de ces éléments-là ou de ces actions-là perdure, ça va produire, ça risque de produire un état d'épuisement et de stress élevé, même de la panique. Donc, quand on est rendu à ce stage-là, c'est probablement déjà trop tard. Il faut se reposer, il faut retirer la personne pour qu'elle puisse se reposer et se ressourcer pour pouvoir passer à l'action par après. Donc, j'essaie de voir s'il y a des commentaires. Oui, effectivement. Tenter de... c'est vraiment pas amusant, mais il semblerait qu'il y a la majorité des gens, ou beaucoup de gens, n'ont pas accès au live stream. Vous allez devoir le regarder par après, l'enregistrement. Je m'excuse pour ça. Vous pourrez poser des questions à ce moment-là. Et puis finalement, il y a beaucoup de gens deviennent susceptibles aux rumeurs. Et puis en absence d'informations valides, vont littéralement inventer de l'information. Et puis vont propager de l'information. Donc, c'est déjà assez, par exemple, qu'on ait une pandémie. Ne créons pas une épidémie de fausses informations en plus. Ensuite, d'autres comportements en cas de crise. Les groupes peuvent se transformer en masse cohérente. Ça, c'est où un phénomène de Hard où carrément un groupe peut devenir presque comme un organisme et puis commencer, ça va avoir un impact sur les agissements des individus au sein du groupe. Donc, il faut faire attention à ça. Les gens peuvent être en colère aussi, chercher à trouver la cause de la menace ou de la crise, et puis ça peut mener à des actions qu'on va regretter par après. Ça peut mener à de la violence, de l'agressivité accrue, donc il faut veiller à ça. Et puis, dans certains cas, on va se retourner vers nos cliques, nos clans, notre famille, les groupes, les gens que l'on connaît déjà. C'est pas une mauvaise chose, c'est bien de faire ça, mais il ne faut pas que ça devienne une source de violence ou d'agressivité ou de conflit social. Donc, les décisions hâtives peuvent mener à des réactions non raisonnées et souvent les gens vont être susceptibles à un leadership plus autoritaire ou directif. Donc maintenant, les responsabilités du chef en tout temps, mais surtout face à une crise, le chef doit premièrement inspirer les gens. Donc l'accent est sur les personnes, les relations, les suiveurs, les gens qui sont à sa charge en tant que chef. Ensuite, le chef doit gérer, c'est-à-dire
planifier, organiser, diriger et contrôler le travail afin d'atteindre la mission. Et finalement, le troisième domaine, se déroule dans le temps, c'est la capacité d'anticiper et de transformer la réaction, les procédures, les processus pour pouvoir réagir et prendre des mesures face à la crise. Donc, dans tout ça, la première chose que le chef doit réaliser pour s'occuper de soi-même et des autres, ce sont ses responsabilités en tant que chef. Donc, inspirer, gérer, anticiper et transformer. Et puis, à un niveau plus détaillé en termes de gestion, on parle de planifier, d'organiser, diriger et contrôler. J'ai parlé de certains aspects de la gestion la semaine dernière. Je ne regarderai pas ça encore cette semaine. Si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, vous pouvez aller regarder la vidéo de la semaine dernière. Donc, l'information, c'est le nerf de la guerre. On en a parlé un peu la semaine dernière. On voit le fameux diagramme qui vise à encourager les gens à aplatir la courbe, c'est-à-dire de réduire l'intensité l'intensité momentanée de la pandémie pour faire en sorte qu'il y ait une transmission plus contrôlée, une propagation plus contrôlée et faire en sorte qu'on ne surcharge pas trop les systèmes, comme par exemple le système de santé, les hôpitaux, etc. Donc, la qualité de l'information va déterminer directement la qualité des décisions. Et puis ensuite, la façon que ces décisions-là sont communiquées, soit à la communauté, soit aux personnes à charge, soit à l'équipe, aux membres de l'organisation, va être déterminant aussi. Et cette communication-là, la qualité de la communication va déterminer l'efficacité des mesures et donc la capacité d'atteindre des résultats positifs. Donc, encore une fois, il est crucial de veiller à la qualité de ces informations-là. Je viens de me rendre compte que je ne vous montrais pas les choses. Donc, est-ce qu'on a une question? Quelqu'un a demandé la gestion du changement. Oui, effectivement, la gestion du changement est déterminante. Donc, je vais juste retourner en arrière ici à quelques-unes des diapositives pour que vous puissiez voir. Donc, on a vu ces deux éléments-là. Et puis, l'importance d'inspirer, de gérer, d'anticiper et transformer par le chef. Donc maintenant, la question suivante, c'est de savoir, c'est de déterminer la qualité de l'information qui contribue directement à la crédibilité des leaders. Donc, qu'est-ce que j'entends par ça? Donc, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est que la crédibilité d'un leader, d'un chef, est cruciale. La crédibilité face aux suiveurs, mais aussi face au public, face aux collègues, et puis finalement, face à la direction. Donc, pour pouvoir être crédible, il faut être crédible de façon tous azimuts, dans toutes les directions. Maintenant, la qualité de l'information. L'information doit être... Comment s'assurer de la qualité de l'information? Premièrement, l'information doit être de source sûre. Qu'est-ce que j'entends par une source sûre? Bien, ça provient d'experts qualifiés ou d'observateurs qui sont sur la première ligne. Donc, si il y a des gens qui nous donnent des conseils ou nous fournissent de l'information, mais que nous ne sommes pas certains de leur qualification et de leur expertise, l'information, surtout en situation de crise, est de moins bonne qualité. Même chose si on parle de choses qui nous sont reportées de seconde, de troisième, de quatrième, même pire, sixième ou septième main. À ce moment-là,
l'information ne doit pas être vue de façon, ne doit pas être vue comme de très bonne qualité. Donc, n'est pas de source sûre. Donc, la première chose, c'est assurez-vous que l'information que vous utilisez pour vous baser sur vos informations est effectivement de source sûre. Ensuite, l'information doit être fiable. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'information doit avoir une variation raisonnable. C'est-à-dire, si un jour ou à un moment donné, on rapporte que, je ne sais pas, le taux d'infectiosité de la maladie, c'est de 50%, le lendemain, on est à 10%, le surlendemain, on est à 30%, ensuite, on est à 40, 80%. À un moment donné, on se rend compte que l'information qu'on reçoit est trop variable et puis ça nous force à nous poser des questions sur la qualité de cette information-là, parce qu'elle change souvent. Ensuite, les sources d'information doivent être convergentes, c'est-à-dire multiples sources d'information doivent converger vers un constat ou une réalisation commune. Qu'est-ce que j'entends par ça? Bon, s'il y a 3 sources d'informations différentes qui utilisent des moyens, des méthodologies de collecte et d'interprétation et d'analyse différentes, et qu'ils arrivent, ces trois sources-là arrivent toutes à peu près à la même recommandation ou au même résultat, on peut être beaucoup plus confiant de la crédibilité de l'information et de sa qualité. Donc, les sources d'information doivent être sûres, doivent être fiables, mais aussi convergentes. Et dernièrement, la précision des informations doit aller en grandissant, en augmentant. Donc, normalement, on va avoir des informations très vagues, des rapports vagues, mais avec le temps, ils sont censés devenir plus précis. S'il n'y a pas une augmentation de la précision, c'est qu'il y a probablement une question de qualité de l'information. Donc, souvenez-vous de ces 4 principes-là. Source sûre, fiable, convergente et précise, et précision grandissante. Maintenant, les responsabilités du leader durant une crise sont nombreuses. Je fais cette liste-là pour réduire à l'essentiel. Donc, premièrement, il faut prendre en charge la situation, reconnaître ce qui se passe et puis confirmer l'information avant de réagir. C'est pourquoi l'information, c'est le nerf de la guerre et qu'il est critique, crucial d'avoir une information de bonne qualité pour avoir une prise de décision et des communications crédibles. Cherchez à maintenir votre compréhension de la situation. En anglais, on appelle ça situational awareness. Donc, maintenez une observation et une prise de conscience tout azimut pour pouvoir avoir de multiples sources d'informations, de multiples sources crédibles d'information et de communication pour pouvoir avoir une bonne compréhension de la situation globale. Diriger de l'avant ou, si ce n'est pas possible d'être physiquement là, chercher à être le plus visible et présent possible. C'est d'ailleurs pourquoi, dans cette situation actuelle, les premiers ministres, les présidents cherchent à être le plus présent possible par des vidéoconférences ou des conférences de presse quotidiennes. Mettez en œuvre immédiatement vos plans et procédures d'urgence s'ils sont pertinents, mais initiez quand même une prise de décision délibérée sur les prochaines étapes. Donc, une crise est rarement résorbée immédiatement. Il faut pouvoir commencer à penser à l'avenir, aux prochaines étapes. 7e point, étouffer les rumeurs. Quand j'étais militaire, je commandais une compagnie, un groupe d'environ 150 militaires. Une des choses que je faisais régulièrement avec le chauffeur de mon Jeep, c'est quand on était ensemble, on avait un peu de route à faire, je lui disais, bon ben, racontez-moi c'est quoi les rumeurs dans la compagnie. Et puis je cherchais à les étouffer parce que je savais pertinemment que mon chauffeur était une des personnes que les gens allaient voir pour savoir, bon ben, qu'est-ce que le commandant de compagnie pense, qu'est-ce qui se passe, etc.
étouffer les rumeurs. Une autre façon d'étouffer les rumeurs, c'est de fournir des informations de façon périodique, fréquente, et d'avoir une crédibilité, une qualité d'information élevée. Donc, on vient d'en parler. Agissez, évaluez et ajustez vos approches, vos plans, vos actions. Prenez soin de vous-même et de vos suiveurs. On va élaborer là-dessus dans quelques instants. Travaillez pour maintenir le moral et la cohésion de votre équipe, de votre organisation, des gens que vous avez à votre charge. On a parlé pas mal en détail la semaine dernière. Vous allez voir ça. On va y revenir encore un petit peu plus tard durant cette présentation. Assurez-vous de mettre en place les bons éléments de soutien, d'approvisionnement, de logistique, d'hygiène, d'alimentation. On va y revenir dans quelques minutes. Et puis, mettez en place des mesures de coordination et de contrôle efficaces. Maintenant, en passant à ce point-là, on va y revenir dans quelques minutes. Les questions de coordination et de contrôle efficace, et puis la logistique et le soutien. Maintenant, comment s'occuper de soi-même si vous êtes un leader? En fait, toute personne devrait appliquer ces principes-là, qu'ils soient leaders ou non. Mais ils sont particulièrement importants pour un leader. Je voulais voir s'il y avait des questions. Malheureusement, non, parce que ce qui avait été programmé, c'est bousillé maintenant. On va s'en reprendre. Premièrement, établir une routine personnelle. Donc, pour sa personne, prendre des bonnes habitudes. S'assurer d'avoir suffisamment de repos et de sommeil. Veiller à son hygiène et à sa santé personnelle. Donc, l'hygiène, c'est moins un problème dans le cas actuel avec la pandémie, mais à un moment donné, si on parle d'une catastrophe naturelle ou de quelque chose comme ça, par exemple, moi j'étais militaire dans les forces armées, dans l'armée, on s'assure que tout le monde maintient son hygiène, se lave, et puis se rase, qu'on ait les cheveux coupés, etc., pour pouvoir maintenir l'hygiène. L'exercice, c'est pas toujours évident, surtout pour un chef, mais il est bon de faire de l'exercice, prendre de l'air si c'est possible. Ça contribue aussi à la bonne capacité décisionnelle. Parce que quand on prend de l'exercice, ça nous change les idées, ça nous sort de la routine, et puis ça donne aussi, ça peut être un moment de réflexion et de ressourcement. Et puis finalement, une bonne alimentation. Une bonne alimentation, c'est dans ça, on peut aussi inclure la consommation d'alcool, etc., des stimulants. Veiller à ne pas abuser, par exemple, d'alcool ou d'autres stimulants. Ensuite, suivre les consignes sanitaires et sécuritaires. Cela va de soi, mais ça fait partie de donner l'exemple. Les leaders, les dirigeants doivent donner l'exemple, surtout en situation de crise. D'où l'importance de suivre les consignes de sécurité et de santé. Ensuite, établir et suivre une routine quotidienne de travail pour vous et pour votre équipe. Que ce soit des briefings, des séances de planification, un moment de réflexion pour vous-même, c'est très important. Et c'est là qu'on voit le lien entre, par exemple, la capacité de réflexion avec le sommeil, l'hygiène, l'exercice, une bonne alimentation. Si on est bien reposé, on va pouvoir réfléchir mieux, les décisions vont être meilleures. Vous avez juste à regarder comment vous-même vous agissez ou vous réagissez. Par exemple, si vous êtes à la fin d'une longue journée de travail, vous entamez une tâche que vous pensez que vous voulez accomplir. Ça peut être un petit projet, écrire un rapport, écrire une lettre, quoi que ce soit, même un mail ou un message. Et puis vous vous rendez compte, si vous êtes déjà fatigué, que c'est très difficile. Ça peut prendre 1 heure ou 2 et le produit n'est pas bon. Il doit être refait.
Vous attendez au lendemain matin quand vous êtes reposé, vous avez eu le temps de réfléchir, de vous ressourcer, ça prend 5 minutes. Et puis la qualité est là. Donc c'est exactement la même chose. Et puis qu'est-ce qui arrive si on n'a pas suffisamment de sommeil et puis de repos et puis de temps de réflexion en tant que chef, en tant que dirigeant ou cadre, ben, à un moment donné, nos décisions vont être mauvaises, notre jugement va être affecté. Et puis, je peux vous assurer, parce que je l'ai vécu en tant que militaire, quand on est trop fatigué, quand on est trop épuisé, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Donc, il faut absolument avoir cette routine-là et intégrer ça avec une routine quotidienne de travail bien rodée. Ensuite, il faut établir un programme hebdomadaire, donc sur une semaine. Et puis, par exemple, établir une journée de repos complet durant la semaine. Par exemple, ça peut être le dimanche, ça peut être le mercredi, peu importe, le vendredi. L'important, c'est, encore une fois, d'avoir cette période de ressourcement-là et de repos. Si c'est possible, ce n'est pas toujours possible, mais si c'est possible, on peut étendre ça à l'ensemble de l'organisation ou de l'équipe ou même de la population. Par exemple, ici au Québec, le gouvernement a annoncé la mesure, comme mesure du moins d'encourager les entreprises, même ceux qui offrent des services essentiels, de ne pas être ouverts le dimanche. Pourquoi? Pour donner un certain répit à ces gens-là, pour qu'ils puissent eux-mêmes se reposer et se ressourcer et revenir avec des meilleures idées, un meilleur jugement. Si vous êtes en charge d'une organisation, il est critique d'établir et de nommer un commandant en seconde. Je mets ça entre guillemets parce que c'est une terminologie militaire, mais et puis pratiquer l'alternance avec cette personne-là. Je vous donne un exemple. Si vous devez être de service durant le jour, peut-être que votre commandant second va être de service la nuit ou durant les heures creuses. Si les heures creuses pour vous sont le jour, ça peut être ça. Mais l'important, c'est d'avoir un commandant second et de pratiquer une certaine alternance avec cette personne-là. Aussi, éviter de toujours être ensemble ou être à la même place. Parce que, surtout dans un cas de pandémie, si quelqu'un se fait infecter, si quelqu'un est infecté par le virus du COVID-19 et puis son commandant second est à côté de lui ou elle, à un moment donné, il y a des bonnes chances que cette personne-là aussi va être infectée. Donc, par exemple, on apprend que le premier ministre du Québec, François Legault, se tient à l'écart des autres membres du cabinet. Ils font des réunions virtuelles par vidéoconférence, etc. Mais l'important, c'est de le garder à l'écart du contact humain le plus possible pour éviter que ce chef très important-là soit en danger. Ensuite de ça, créer une chaîne de commandement claire et précise dans votre organisation. Donc, et surtout une liste de succession, au cas où certains tomberaient au combat. Donc, surtout si cette situation-là de pandémie devient encore plus grave, ben, à un moment donné, il y a des gens importants, il y a des gens clés dans des postes clés qui vont commencer à tomber au combat. Il va être important d'avoir une liste de succession en place et, encore une fois, la chaîne de commandement va être cruciale à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que ça fait partie de s'occuper de soi-même? Bien, c'est tout simplement parce que si vous instituez ces mesures-là, vous prenez ces actions-là, ça va vous enlever un stress, ça va vous enlever une inquiétude et vous allez être en mesure de mieux penser à l'avenir, mieux penser à votre travail et à vos décisions. 8. S'entourer de personnes compétentes en qui on a confiance. Donc, et puis c'est relié aux deux prochains points. Constituer un conseil d'experts qualifiés. Et puis le terme important, là, c'est qualifié. Donc, il faut se fier à des gens qui savent de quoi ils parlent et qui ont les qualifications, l'expertise et les compétences et l'expérience nécessaires pour pour contribuer à une bonne prise de décision. Finalement, constituer un état-major aussi.
Ça veut dire, peut-être vous allez constituer un poste de commandement. Vous allez aussi, dans votre état-major, établir et suivre des procédures décisionnelles claires et précises, puis attribuer des responsabilités sectorielles, fonctionnelles, régionales. Donc, par exemple, dans votre état-major, vous avez peut-être quelqu'un qui est responsable pour la planification des prochaines étapes, quelqu'un d'autre qui est responsable pour la collecte d'informations, quelqu'un d'autre qui est responsable pour les plans de communication, quelqu'un d'autre qui est responsable pour organiser et gérer les points de presse, quelqu'un d'autre qui est responsable pour la logistique, pour l'approvisionnement, le transport, la santé. Donc, on voit qu'on va donner des responsabilités sectorielles et fonctionnelles à des experts qualifiés. Et puis, on peut aussi on doit aussi donner des responsabilités régionales. Donc, régional, je parle en termes géographiques. Donc, ça peut être des provinces, des villes, des districts, etc. Et réviser vos objectifs, vos facteurs à considérer et les alternatives pour les pistes de solutions de façon périodique. Donc, bon, quelqu'un... Ah, bon, finalement, des questions. Il y a 2 minutes. Quelle est la meilleure façon d'établir un programme quotidien ou hebdomadaire et pouvoir s'y engager? Bien, la meilleure façon, c'est tout simplement, asseyez-vous et puis réfléchissez à quelle va être votre routine ou votre programme hebdomadaire ou quotidien. Donc, par exemple, vous allez vous lever à quelle heure? Vous allez déjeuner à quelle heure? Le petit déjeuner, par contre, pardon. Est-ce que vous allez faire vos servitudes personnelles? Vous allez vous raser, vous allez vous laver. Ensuite de ça, vous avez un briefing en début de journée par ceux qui étaient de service la nuit ou dans les heures creuses. Ensuite, vous allez peut-être avoir une séance de planification. Ensuite, vous allez vous préparer pour un point de presse ou vous allez préparer des communiqués de presse avec votre équipe. Ensuite, vous avez le déjeuner. Ensuite, vous avez la conférence de presse. Ensuite, vous allez peut-être aller sur le terrain ou communiquer directement par vidéoconférence avec certains de vos suiveurs, certains de vos conseillers. Ensuite, vous allez peut-être faire une révision de la journée en fin de journée. Et puis vient le dîner, le souper, le repas du soir. Ensuite, vous allez peut-être faire un transfert à votre commandant second ou à la personne qui va vous remplacer durant les heures creuses. Vous allez faire autre chose durant la soirée, peut-être lire des documents que vous n'avez pas eu la chance de lire durant la journée. Et puis, à un moment donné, vous allez peut-être faire de l'exercice. Encore une fois, hygiène personnelle. Et puis, finalement, aller au lit. Et puis, ça continue comme ça, de jour en jour, d'heure en heure. Et puis, ça vous permet d'atteindre vos objectifs personnels et d'être toujours en mesure d'agir de façon rationnelle, exercer un bon jugement, avoir une présence d'esprit, avoir une maîtrise de vous-même et aussi, très important, de projeter une image de quelqu'un qui est en contrôle de la situation. Donc, excellente question. Et puis, c'est aussi bon de l'écrire, de le publier et puis d'aviser les gens. Donc, si, par exemple, vous avez besoin de vous reposer de telle heure à telle heure ou d'être briefé de telle heure à telle heure, il est important que les gens puissent reconnaître que vous n'allez peut-être pas être disponible durant cette période-là. Donc, publiez-la, écrivez-la, mettez-la sur papier, etc. Donc, on continue. Maintenant, il est critique pour un chef de pratiquer la maîtrise de soi. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'utiliser vos connaissances de soi et votre conscience de soi pour ajuster votre comportement et vos réactions aux besoins précis de la situation ou des autres. En d'autres mots, la maîtrise de soi, c'est de ne pas perdre contrôle de ses émotions et de garder
votre capacité de réfléchir et d'exercer un jugement raisonné et logique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pratiquer cette maîtrise de soi? Premièrement, faites la différence entre les faits, les opinions et les spéculations. Ça, c'est crucial. Il y a beaucoup de gens qui vont émettre des opinions, il y a beaucoup de gens qui vont spéculer, mais encore une fois, c'est comme on dit en anglais, « consider the source ». Regardez la source de l'information et de l'opinion. Un expert peut avoir une spéculation, une opinion qui est valide jusqu'à un certain point, mais quelqu'un qui ne sait pas de quoi, qui n'a pas l'expertise ou les compétences nécessaires, ses opinions et ses spéculations ne valent pas grand-chose. Donc, faites cette différence-là entre les faits, les opinions et les spéculations pour vous-même et pour les autres. Encore une fois, étouffez les rumeurs, les fausses informations. Évitez de spéculer en public, sauf si c'est absolument nécessaire. Mais encore là, ça peut être très, très, très risqué parce que là, surtout si vous êtes en conférence de presse ou quelqu'un vous pose une question et puis vous vous mettez à spéculer, bien, à un moment donné, ils vont vous citer, ça va devenir comme si c'était un fait. Confirmez les premières informations ou impressions avant d'agir et évitez de réagir de façon excessive. Ça, c'est absolument crucial. Et encore une fois, on voit que l'information, dans tous ces points-là, l'information est le nerf de la guerre. Créez des conditions menant au succès pour vous-même et pour votre équipe, et pour la population, si c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'on parle? On parle de quoi? Bien, c'est les choses qu'on a mentionnées jusqu'à présent et qu'on va continuer à présenter dans le reste de cette vidéoconférence. Puis finalement, soyez flexibles et adaptables. C'est la situation qui doit déterminer ce que le plan doit être et non pas ce que le plan était hier. Si la situation a évolué, il faut s'adapter, il faut être flexible. Maintenant, comment assurer le bien-être de vos suiveurs? Mais premièrement, soyez présent et visible. Si vous ne pouvez pas être présent physiquement, et c'est le cas dans bien des situations actuellement avec la pandémie, bien, vous pouvez communiquer par téléphone, vous pouvez communiquer par mail, par messagerie, texte, par Facebook, par YouTube. C'est un peu ce que nous, on fait ici à l'Académie, en étant présent sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, sur les différents réseaux sociaux. Ça nous permet de communiquer avec les gens et d'être visible. C'est la même chose pour un chef. Communiquez avec vos gens et posez des questions. Donc, et probablement l'élément le plus important dans la pose de questions, c'est demandez-leur quelle est leur compréhension de la situation. Donc, si vous avez émis une directive la semaine dernière, et puis maintenant, vous interagissez avec des suiveurs, qu'ils soient 1, 2, 3 niveaux sous vous dans la hiérarchie, posez-leur des questions. Qu'est-ce qu'on vous a transmis comme information? Quelle est votre mission à vous? Quelles sont vos tâches? Quelles sont vos responsabilités? Est-ce que vous avez compris le plan? Et de cette façon, vous allez déterminer, vous allez être en mesure d'évaluer la qualité du passage d'informations et de la communication dans votre organisation et votre équipe. Assurer les services essentiels à la survie. Donc, ce qu'on mentionnait plus tôt, dans le cas d'un chef, donc on parlait de repos, de sommeil, d'alimentation, d'hygiène, de bonnes conditions sécuritaires, la sécurité, puis les questions les mesures sanitaires, et aussi de donner les outils et les équipements que les gens ont besoin pour faire leur travail. Il n'y a rien de plus démoralisant que de manquer d'équipement ou d'être dans l'inconfort alors qu'on sait que ça pourrait être fourni pour nous permettre de faire le meilleur travail possible. Dans certains cas, vous allez être obligé d'ordonner aux gens de se reposer, de se retirer du travail et d'aller faire autre chose ou prendre du sommeil ou faire de l'exercice pour pouvoir récupérer, se ressourcer. N'hésitez pas à le faire si c'est nécessaire. Encore une fois, établissez et maintenez une discipline et des routines et des horaires, tant avec vous-même qu'avec vos suiveurs. Établissez une chaîne de commandement et de contrôle claire. Encore une fois, les gens doivent savoir à qui je me rapporte. La règle de base, c'est
un leader, un dirigeant, un chef, un superviseur a normalement plus d'une personne à superviser ou à diriger. Donc, un chef peut avoir 1, 2, 3, 10 personnes à diriger directement. Mais une personne ne devrait avoir qu'un chef. Donc, si vous vous rapportez à 2 personnes ou à 3 personnes, c'est qu'il y a un problème et la chaîne de commandement et de contrôle n'est pas bien établie, n'est pas claire. Une autre affaire à veiller, c'est la question de, on appelle ça en anglais the span of control, ça veut dire chaque chef doit avoir un maximum de 5 à 7 personnes à superviser directement. Donc, c'est pour ça qu'on crée des pyramides avec un dirigeant au sommet de la pyramide qui a peut-être 3, 4, 5, 6 personnes qui se rapportent à ce dirigeant et chacune de ces personnes ont peut-être 3, 4, 5 personnes qui se rapportent à eux, etc. Et puis, on descend la chaîne de commandement et la pyramide, la structure de l'organisation. Il y a une raison pour ça. Parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut contrôler, à notre compréhension d'une situation. Plus qu'on a de gens à contrôler et à diriger directement, plus que ça devient difficile, moins on va être efficace. Donc, c'est important d'avoir une hiérarchie bien réfléchie avec une chaîne de commandement et contrôle clair. Finalement, soyez aux aguets pour l'épuisement, l'anxiété, la panique chez vos suiveurs. J'ai beaucoup parlé de communication et c'est un élément essentiel dans le bien-être de soi-même et des autres. Donc, comment est-ce que ça fonctionne le processus de communication? Ben, je commence avec une pensée dans ma tête. Je pense à quelque chose, je le dis, l'autre personne l'entend, on espère que l'autre personne la comprenne, la chose que j'ai dit, qu'elle réfléchisse, qu'elle parle à son tour, que j'entends et que je comprends. Donc, c'est un cycle comme ça qui, en principe, devrait fonctionner comme ça, avec chacune de ces étapes. Donc, on parle souvent de gens, on va entendre parler de gens qui agissent ou qui parlent avant de penser. C'est là qu'on voit l'importance de ça. Donc, que ce soit en termes d'information pure ou de communication de nos plans, de nos intentions, de communication informelle ou formelle, il est absolument essentiel de bien minimiser l'interférence à chacune des étapes du processus de communication. Et par interférence, qu'est-ce que je veux dire? Ben, il peut y avoir de l'interférence ou un blocage cognitif. Il peut y avoir une interférence linguistique et il peut y avoir une interférence environnementale. Qu'est-ce que c'est cognitif? Ben, c'est le côté mental. Donc, si j'utilise un langage avec, par exemple, beaucoup d'acronymes, beaucoup d'abréviations, une terminologie que les gens ne comprennent pas, bien, je ne serai pas compris. C'est pas parce que les gens ne sont pas intelligents ou ne sont pas capables de comprendre, mais s'ils n'ont pas cette terminologie-là, on va faire face à, par exemple, à une question linguistique, d'interférence linguistique. Ça peut être aussi une question carrément quelle langue les gens parlent. On parle 2 langues différentes, puis quelqu'un maîtrise une langue, l'autre personne la maîtrise moins bien, ça crée une interférence. Même chose l'environnement. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a un dérangement? Si on a une décision importante ou une communication importante à faire, il est absolument crucial qu'on puisse communiquer de façon claire et limpide sans qu'il y ait excès de bruit ou d'interruption. Et puis finalement, cognitif, c'est au niveau des idées. C'est au niveau de la façon qu'on pense. Donc, nous avons tous des modèles qui structurent notre pensée, notre réflexion, nos réactions. Il s'agit de prendre ça en compte dans nos communications. Ça pourrait être une vidéoconférence au complet là-dessus, mais je voulais juste amener ce point-là. Encore une fois, quand on parle de s'occuper des autres, du bien-être des autres, parlons du soutien et de la logistique, c'est-à-dire la finance, la comptabilité, l'approvisionnement et l'équipement. Les gens ont besoin d'avoir un approvisionnement de fournitures. Ce seront des fournitures périssables ou des denrées périssables
Ou par exemple, dans le cas actuel, quand on parle d'approvisionnement de fournitures, on parle de masques, on parle d'uniformes, de gants, etc., ça devient critique. Même chose pour l'équipement. Dans ce cas-ci, est-ce que les gens ont l'équipement personnel de protection? Est-ce que est-ce qu'on a les outils, les appareils, les machines que les gens ont besoin, les respirateurs, etc.? Est-ce que les gens ont la formation pour pouvoir employer le matériel et l'équipement? Et est-ce qu'ils ont la formation pour pouvoir faire le travail? Des fois, il faut penser au transport. Le personnel, est-ce qu'on a besoin de personnel additionnel pour que les gens puissent faire leur travail adéquatement? Ensuite, la signalisation. Est-ce que les gens savent où aller? Est-ce que ça rejoint la question de la communication? Bien entendu. La santé et sécurité, encore une fois. Des questions d'ordre réglementaire ou légal. Donc, est-ce qu'on peut obliger les gens à travailler? Est-ce qu'on doit leur fournir un soutien pour leur famille? Les permissions, l'accès. Qui a accès aux installations? Qui n'a pas accès aux installations? On doit contrôler les accès. Et tout autre élément de soutien nécessaire pour exécuter le plan et atteindre l'objectif et exécuter la mission. Maintenant, finalement, dans la coordination et contrôle, encore une fois, fait partie du bien-être des gens. Qui est responsable, qui a l'autorité pour prendre des décisions et engager des ressources, mobiliser les ressources. Qui est imputable, c'est-à-dire qui doit répondre de sa performance et de ses actions. Est-ce que ces gens-là ont des adjoints? Est-ce qu'ils ont une équipe qui est en place pour qu'ils puissent faire adéquatement leur travail? Encore une fois, ça va avoir un impact direct sur la qualité du travail et la qualité de la performance. Finalement, la coordination au sein de l'équipe. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un horaire de travail? Est-ce qu'il y a un programme ou une routine quotidienne hebdomadaire? Est-ce qu'on a prévu des réunions périodiques? Est-ce qu'il y a des inspections? Est-ce qu'il y a des suivis? La coordination interdépartementale ou interéquipe ou interorganisationnelle. Est-ce qu'on constitue des comités de coordination? Est-ce que les organisations collaborent ensemble? Et finalement, ça prend un plan de communication publique. Qui parle? Qui est autorisé à donner certains messages? Qui n'est pas autorisé à donner des messages? Qui est autorisé à parler? Est-ce qu'on peut parler aux journalistes? Si oui, qu'est-ce qu'on doit dire? Ça, je vais sauter ça. Maintenant, les rencontres d'équipe. En passant, toutes ces diapositives-là, je vais les rendre disponibles sur notre site canlead.org. Vous pourrez aller voir ces documents-là et les télécharger en forme PDF. Les rencontres d'équipe, ça peut être très, très, très important durant une crise de communiquer l'information et les plans, vos décisions, etc. Donc, vous faites une rencontre, même si vous n'avez pas d'informations spéciales à passer, puis vous laissez les gens vous poser des questions. Donc, même si ça se fait de façon virtuelle, c'est crucial. Vous pouvez tout mettre sur la table, mais il est absolument essentiel d'être honnête et ouvert dans vos réponses. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le, cherchez-la, et puis revenez avec l'information. Donc, quelques principes de base pour le leadership terrain, pour vous assurer du bien-être et du moral de votre organisation. Dirigez en donnant l'exemple. Donc, si vous ne suivez pas vous-même vos consignes, les consignes sanitaires ou les consignes, les directives que vous allez donner, ça va créer un problème. Parce que les gens vont dire, ben, si le chef ne le fait pas, moi je ne le ferai pas. Efforcez-vous de connaître vos suiveurs et faites la promotion de leur bien-être. Occupez-vous de leur bien-être, que ce soit la santé, leur repos, etc. On en a déjà parlé. Gardez-les au courant de la mission, des changements de situation et du portrait global. Donc, donnez-leur les informations non seulement pour faire le travail qu'ils doivent faire, mais aussi pour qu'ils soient au courant en général. Parce que quand on est dans la noirceur, quand on est dans l'obscurité, c'est très mauvais pour le bien-être
ça affecte le moral, ça affecte l'humeur, l'état d'âme, etc. Assurez-vous que vos suiveurs comprennent vos intentions et dirigez-les dans l'exécution de votre mandat. Donc, restez présent. Ne faites pas juste faire un plan et dire, bon, mais c'est fini, j'ai fait mon travail. Non, il faut continuer à diriger. C'est pour ça qu'on disait au début, quand j'ai présenté le graphique avec l'inspiration et la gestion, l'importance de gérer, c'est planifier, organiser, diriger et contrôler. L'action de contrôler, c'est d'être présent pour pouvoir diriger les gens, faire des ajustements au fur et à mesure que la situation va évoluer. Et puis, cherchez à bâtir la cohésion et l'efficacité de votre équipe et d'employer chacun au maximum de ses compétences et de ses capacités. Je parlais de donner l'exemple. C'est probablement le principe de base du leadership. C'est de donner l'exemple. Vos paroles, vos décisions, vos actions, votre intégrité, votre performance globale. Est-ce que vous rencontrez les attentes de vos suiveurs? Est-ce que vous rencontrez leurs besoins? Est-ce que vous dites une chose puis vous faites le contraire? Tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte dans l'exemple que vous allez donner à vos suiveurs et ça va avoir un impact sur le moral et puis sur l'efficacité et la performance de l'équipe. Donc, on a pas mal déjà vu tout ça. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Ça aussi, que le moral est fort. Donc, j'arrive à la fin. Le contenu, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des facteurs psychologiques clés, surtout qui ont rapport avec le comportement des gens. Comment est-ce qu'ils agissent durant une situation de crise. On a vu que l'information, c'est le nerf de la guerre en temps de crise. Quels sont les facteurs, les principes qu'on doit respecter, les techniques aussi, pour que l'information soit valide et qu'elle soit crédible. Et si l'information est crédible et que le chef communique efficacement, le chef va avoir plus de crédibilité. On a regardé des techniques et des principes à mettre en œuvre pour s'occuper de soi-même en tant que chef et aussi pour s'occuper des autres en tant que chef. Donc, malheureusement, je ne pense pas qu'il y a eu... Ah! Oui, on a une autre question. Donc, est-ce que c'est important de choisir les outils de communication nécessaires pour mieux mesurer l'efficacité du plan de communication et s'assurer de la bonne application des consignes? Ça, c'est une question qui vient de Youssef Boucherim. C'est une bonne question. Probablement, la meilleure façon de répondre, c'est, encore une fois, c'est la question de valider la façon que l'information a été transmise au sein de l'organisation ou chez vos suiveurs. Donc, par exemple, si vous dites, si vous donnez une directive, par exemple, les gens doivent porter tel équipement ou porter tel vêtement pour pouvoir se protéger. OK? Et puis, vous vous rendez compte que les gens ne le suivent pas. Vous pouvez aller voir les gens et dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on vous a dit? Quelle information est-ce qu'on vous a transmise? Et puis, c'est une façon de valider l'efficacité de la communication. Un autre élément que j'ajouterais comme réponse, c'est que la communication ne peut pas être déléguée. La communication, c'est une fonction, c'est une responsabilité de leadership. Le dirigeant, le chef, est la personne qui est responsable de communiquer. Et quand, par exemple, on fait des points de presse ou qu'on passe de l'information aux subalternes, aux suiveurs, au sein de l'organisation ou au public, les gens ne veulent pas voir un subalterne. Ils ne veulent pas voir un conseiller en communication. Ils veulent voir le chef. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pouvoir poser des questions et valider l'information et juger d'eux-mêmes de la qualité de l'information et du chef. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. On a une autre question ici. Sur le plan personnel et émotionnel, quel est le facteur ou le caractère qui pourrait le plus entraver le succès d'une personne en tant que leader? Moi, je vous dirais, ce serait le manque d'intégrité, le manque d'honnêteté. Donc,
si quelqu'un ment, ou si quelqu'un n'est pas complètement transparent, ou n'est pas limpide dans ses communications, ou se contredit continuellement. Donc, l'intégrité, c'est, grosso modo, ce que l'on voit, c'est ce que l'on a. En anglais, on dit « what you see is what you get ». Donc, il n'y a pas de différence entre la face publique de la personne et sa face privée, la façon qu'elle agit. Donc, l'intégrité, que ce soit personnel, émotionnel, avec soi-même, avec les autres, c'est probablement le facteur le plus important pour le succès d'un leader. Et puis, si vous êtes responsable, vous êtes dans une position de direction ou de supervision, vous faites une erreur, dites-le. J'ai fait une erreur d'estimation, le plan n'a pas fonctionné, on va s'ajuster. J'ai demandé des conseils, on va ajuster nos plans, on va ajuster notre approche. Donc, tout ça, c'est absolument essentiel pour le succès personnel en tant que leader. Donc, je ne sais pas si on a d'autres questions. Comme j'ai dit, malheureusement, la transmission qui avait été programmée a été complètement bousillée par la mauvaise communication, la mauvaise connexion informatique. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup moins de gens qui ont pu suivre, mais l'information, la vidéo va être disponible, je vais la propager, je vais l'annoncer pour que les gens puissent visionner la vidéo. On fait ça ici à l'Académie canadienne de leadership et développement du capital humain. On fait ça comme un service public parce que nous avons les connaissances, nous avons une expertise et même si nos clients directs, ceux avec qui nous travaillons, ce sont des grandes entreprises, des grandes institutions ou gouvernements ou des ministères, des primatures, des présidences. L'important, c'est que cette information-là soit transmise de façon efficace au sein de la population et que vous puissiez utiliser ces informations-là pour améliorer la qualité de votre gestion, la qualité de votre leadership. Donc, n'hésitez pas, continuez à poser les questions, sauf si c'est pour savoir comment immigrer au Canada, parce que ce n'est pas, ce n'est pas notre raison d'être. Nous sommes une académie. Nous visons à amener l'expertise canadienne pour améliorer les compétences en leadership, améliorer la capacité de gestion et améliorer les compétences du capital humain dans les pays émergents. Donc, merci encore une fois. Et puis, je m'excuse encore une fois, je vous demande pardon encore une fois pour l'interruption du signal, mais je pense que ça quand même, on a réussi à faire ça, et puis ça va être disponible pour visionner à la fois sur YouTube, sur notre site, et puis aussi sur Facebook, bien entendu. Donc, au revoir et peut-être qu'on va pouvoir se revoir la semaine prochaine.